je propose qu'on commence. Voilà, bonne année, bonjour à toutes et à toutes, c'est sympa. Bonjour, bonjour. Alors, d'abord, ce que je disais, une excellente année, ravie, parce que quand même, à chaque fois qu'on lance un webinaire comme ça, on a un paquet d'inscrits, hein, donc ça veut bien dire que ce qu'on vous raconte, ça vous plaît plus ou moins, et ça nous a donné envie de créer une sorte de rendez-vous en webinaire jusqu'à Koblenz à minima et après aussi. Le prochain webinaire, il sera sur le sujet du retail et il a lieu le 17 février. On vous enverra bien évidemment invitation, relance, emailing, etc., etc. Et voilà, et nous sommes toutes les quatre là pour animer le premier de l'année. Je sais plus, chacune fait un petit tour de qui est là. Si tu veux. Allez, voilà. Sachant que donc chez Koblenz, au-delà du salon, bien évidemment, on fait pas mal de choses. Et donc, c'est tout ce qui est inscrit là sur cette dia, qui est animé ou mis en action par l'une de nous quatre ou nous quatre en même temps. Et donc voilà, donc on fait un petit tour. Alors Virginie, Allez, je commence. Donc moi, je suis Virginie Lopez. Bonjour à tous. Moi, je travaille avec Nathalie, avec Cobrins depuis 20 ans, je pense maintenant, disons-le. Au sein de l'agence, du coup, moi, je m'occupe plus de tout ce qui est stratégie de marque, que ce soit acquisition ou développement en licence. Voilà, et puis sur des sujets aussi au sein du salon Cobrins de contenu, d'organisation de conférences et de partenariats médias pour faire connaître le salon. Voilà pour moi. Ça qui- marche. euh, Je prends la suite. allez, Donc moi, Elodie Mabon, c'est pareil, j'accompagne Nathalie maintenant depuis quelques années, ça doit bien faire 7-8 ans aussi, notamment dans tout ce qui est promotion du salon et recrutement, que ce soit visiteurs, exposants, voilà, sur la vision un peu marketing du salon. J'espère que cette année, ce sera encore une belle édition. ça sera. Et moi, c'est Charlotte. Donc, pareil, ça fait un bout de temps que je suis avec Nathalie. J'ai commencé avec elle et on ne s'arrête pas. Et je m'occupe de toute la partie communication, toute la partie créa et ce genre de choses pour le salon et en dehors du salon aussi. Voilà. Et le développement d'une magnifique, on va voir si ça marche, hein, nouvelle plateforme avec des espaces exposants, des espaces de rendez-vous, etc., etc. C'est ça. Voilà, on fait le tour, on a fait le tour sur qui on est, qui nous sommes, et on va vous raconter un petit peu notre overview 2025. Euh, Charlotte, si la régie voulait bien, voilà. On a donc fait un petit tour d'horizon de ce qui est les idées originales autour du monde, parce que en fait, les collabs et les capsules, il y en a, mais une quantité phénoménale qui sortent de partout et avec des logiques ou des illogismes vraiment importants. Et on est allé puiser, puisqu'on fait notre veille systématiquement, des choses qui nous ont alertés, qui sont ou loufoques, ou originales, ou d'une élégance pas possible. Voilà. Donc la première, c'est quand le téléphone devient un doudou. On le sait, hein, que c'est le doudou de chacun et que maintenant le téléphone se met à avoir des chaussures. Donc on est sur une collab entre CLBS qui fait les coques de téléphone et Crocs, mais qui sont vraiment vendus comme des chaussures. C'est-à-dire qu'il y a la pointure selon le modèle du téléphone, bien évidemment. C'est un côté quand même poussé au maximum. On peut y adjoindre des charms qui sont les mêmes que sur les Crocs. Bon, il y a un côté quand même très, très original et très euh, particulier, je trouve, que de chausser son téléphone. Voilà, c'est un truc assez étonnant et accueilli pour la Gen Z qui est phénoménal. De toute façon, on est sur euh, une quantité de produits à destination de la Gen Z. Ce sont les consommateurs actuellement, en partie. Là, celle-là, elle est assez
étonnante parce que, en fait, Lacoste, c'est le chic, c'est l'élégance, c'est la mode française. Godzilla, c'est une icône japonaise d'un monstre qui a rencontré King Kong et Hulk, hein, plus un crocodile ou un gorille. Quand Lacoste et Godzilla décident de faire une collection, donc une collab, une collection capsule plus qu'une collab, ils s'associent magnifiquement dans le graphisme parce que le crocodile Lacoste devienne un monstre à la Godzilla, c'est pour les Japonais une icône française qui devient japonaise et pour les Français une marque d'acceptation quelque part de cette mode phénoménale. Enfin, cette marque phénoménale de mode, pardon. Et ils ont fait un travail graphique qui est magnifique. C'est réservé au Japon, mais en même temps, Godzilla, c'est quand même la force au Japon. Il y a quelques collections capsules qui sont présentées à Londres et à Paris, mais sinon, c'est exclusivement du Japon, du japonais, pardon, à destination des consommateurs japonais. Dans le genre quand même assez étonnant pour tous ceux qui ont connu les crayons Crayola, qui étaient les crayons de couleur qu'on avait en primaire, voire en maternelle, il y a un demi-siècle, on va dire. Et bien là, la collab, elle est assez originale puisque c'est une société de soda qui a lancé dans un pack de Crayola des sodas à la couleur exacte et au goût des 6 couleurs que Crayola a relancées et qui sont des couleurs originelles, pardon. Ce qu'il y a de très dément dans cette histoire, en fait, c'est que là, c'est vraiment la force du licensing et du produit dérivé, parce que pour que des packs de Crayola se retrouvent dans le rayon boisson des supermarchés, c'est vraiment l'essence même de ce à quoi sert la licence quelque part. Alors, c'est bien sûr une collection capsule, c'est court dans le temps, mais c'est assez exceptionnel. Moi, je trouve que c'est l'image parfaite de à quoi ça sert le produit dérivé. Ça sert à exister dans un rayon où on n'a aucune raison d'être, vraiment. Et c'est la force de la notoriété de la marque Crayola qui permet à Jones de faire vraiment un événement dans le rayon boisson. Alors là, je suis allée chercher celle-là, qui est quand même phénoménale. Elle est réservée à la Chine, hein, mais il faut y aller. C'est-à-dire que Lay's, la marque très très connue et mondialement connue de chips, a réussi à faire une collab avec des sneakers. Donc, on met des chaussures au goût de chips en Chine et ils ont poussé le bouchon très très loin. Chaque chaussure est associée à un goût. Bon, heureusement, il n'y a pas l'odeur, hein. Mais on est dans le jaune, c'est la saveur moutarde. Dans celle qui est au milieu, c'est une saveur pimentée. Et les tags reviennent sur le dessus de la chaussure, etc. Il y a un côté là qui est vraiment poussé au maximum celle d'avant, c'est la réussite parfaite, l'illustration parfaite de ce qu'est un produit dérivé. Celle-là, c'est le délire de ce qu'on pourrait appeler comment disrupter un marché complètement. Voilà, parce que aller s'associer à Lay's pour lancer une collection de sneakers, faut être très très fort quand même. Et pour le marché chinois, ça fonctionne. Voilà, Et on les retrouve où? En concept store ou en... oui, que en concept store, c'est niche quand même, hein, quelque part. C'est voilà, voilà. Celui-là, il m'a fait hurler de rire parce que j'étais persuadée qu'il n'était pas vrai. Eh ben si, il est vrai, il est vrai. Alors c'est parti d'un délire hein, et d'un 1er avril, je crois. Mais oui, KFC a sorti un dentifrice et même une brosse à dents électrique à la saveur poulet frit. Et donc, c'est pas un goodies, hein, c'est un vrai produit qui est vendu 12 € en magasin. J'avoue, je me souviens plus si c'est commercialisé qu'aux États-Unis. Je crois que c'est que aux États-Unis. Pardon. Et en fait, il y a un côté dément qui est que le goût saveur frit de KFC, c'est comme Coca. C'est une formule qui leur appartient,
qui est très particulière. Et pour pouvoir retrouver ce goût, eh ben, il faut se brosser les dents avec. Voilà. Donc là, on est dans des côtés, on est plus dans de la promo et de l'opération marketing, mais qui est quand même, qui fait du licensing et qui fait du licensing un peu comme les boissons Crayola, là où on n'imagine pas du tout retrouver KFC. Et c'est le propre de nos métiers, si j'ose dire. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est le poids des communautés et de la présence digitale. Parce que s'il n'y avait pas eu un succès digital, ils n'auraient jamais rendu le concept en produit Tout réel à fait. finalement. C'est un nombre de likes qui a fait Ouais. que ils ont dit ben on le fait quoi. Et il y a un autre exemple comme ça qui est le même genre. Et tu as raison, Elodie, de souligner que le digital aujourd'hui permet de faire de la capsule très très originale sans trop de risques et Bah, c'est ça. avec Ils une. savent qu'ils ont la communauté derrière qui va suivre. Donc Tout à finalement, fait. Oui, oui. Exactement. Et pour Ismail, c'est du quasi sécurisé en marketing de mm. toute façon. Pareil, Et oui, même c'est genre de l'exemple même blague, avec. voilà, Ouais, même genre de exactement. blague lancée sur Insta. Alors là, c'est pas de la licence parce qu'ils l'ont créé, mais en fait, ils ont proposé des bics, 4 couleurs, collection, on mange. Hein. Donc, on mange du kebab, on mange du shawarma, on mange du fast-food. Et ils ont dit, bah, s'il y a plus de 30 000 likes, on sortira la collection. Et ils l'ont sorti. Et ils l'ont sorti vraiment. Alors, ça a été extrêmement court. Hein. Ça a été sur une semaine au mois de juin. Il y a eu une mise en place. C'est parti comme des petits pains. Ils ne le referont pas. Mais tout ça, c'est de l'animation de réseau. C'est de l'animation de communauté. Et c'est du chiffre d'affaires en plus. Il ne faut pas l'omettre. Donc, on a le droit encore à des délires pardon, enfin voilà, des marques qui se lancent et qui suivent leur communauté. L'année dernière, on avait fait, c'est Elodie qui l'avait fait, un regard sur comment la promotion d'Halloween se faisait, qu'est-ce qui se passait, et on avait vu des choses assez originales. Donc cette année, ben, on a posé notre regard sur Pâques, et à Pâques 2025, Domino's Pizza a quand même eu le courage, voilà, le mot venait autrement, mais le courage de sortir un œuf au chocolat blanc, mais aromatisé à l'ail et aux herbes. Donc là, il faut y aller, À mais tester, à tester. voilà, à tester. Tout ça pour dire que c'est des moments calendaires dans l'année où on peut se raccrocher et on peut sortir du lot. C'est-à-dire qu'il y a les chocolats de Pâques, et bien évidemment que Ferrero et autres font tout ce qu'il faut pour être présents, mais il y a toutes les autres enseignes ou autres marques qui vont chercher ce rendez-vous calendaire, cette fête française en tout cas, pour créer de l'animation et créer des choses disruptives. Moi, j'avoue très honnêtement que le sac œuf de Louis Vuitton en chocolat, il y a un côté très élégant à noter. Et celle-là, alors celle-là, c'est pour marquer parce que je l'ai identifiée. C'est pas de la licence, c'est pas du produit dérivé, c'est pas de la collab, c'est pas une collection capsule. C'est un clin d'œil exceptionnel que Bell a fait au Canada avec une campagne de com dans les stations de métro et autres abribus, en lançant en même temps une pétition en disant, il y en a marre, tout le monde sait que c'est pas le chat qui rit, mais la vache qui rit. Et donc, c'est pour remplacer l'emoji chat dans tous les téléphones du monde entier. Cette pétition, elle a pris de l'ampleur. Il n'est pas du tout certain qu'ils y arrivent, mais l'originalité de la démarche est quand même hyper sympa. Sachant que s'ils y arrivent, moi je leur souhaite, hein, ça serait extraordinaire parce qu'en fait, dans les emojis, il n'y a pas de marque. Mais est-ce que le modèle de la vache qui rit pourrait être considéré comme une no-marque aujourd'hui et une représentation d'un smiley, puisque smiley est une marque? Ça serait sympa. En tout cas, c'est Voilà, un mon... beau Vaste coup de débat en com'. tout cas. ouais. Ouais, c'est ça. On va demander à Patrick ce qu'il en pense et s'il ne veut pas lancer la pétition en France aussi. Voilà.
Oh ben, elle avait sauté celle-là normalement. Merci. Ah, mais Voilà. t'aurais vu, tu teases. Oui, les donuts, je les ai pas faits parce qu'ils sont pas très originaux en fait. Voilà. Et maintenant, je passe la parole à Virginie pour l'expérientiel. Pardon. Exactement, merci Et je coupe Nathalie. mon micro. Ok. Donc effectivement, on va parler d'expérientiel parce qu'aujourd'hui, les marques ne se contentent plus d'être vues ou consommées. Vraiment, elles doivent être vécues. Et l'expérience, finalement, aujourd'hui, est devenue un nouveau média, si on peut dire, qui va créer de l'émotion. Renforcer l'authenticité et puis transformer une audience en communauté vraiment engagée. Tu peux passer, Charlotte. Du coup, on va commencer avec Harry Potter, qui est un des meilleurs exemples finalement de transformation émotionnelle, parce qu'ici, on ne parle pas d'un parc d'attractions. Classique, hein. On parle d'une balade immersive en pleine nature qui nous plonge complètement dans l'univers de la saga. Ce qui est fascinant ici, c'est que le choix qui a été fait dans l'animation de ce parc, c'est qu'il y a très peu d'écrans, il n'y a pas de réalité virtuelle omniprésente, et c'est vraiment une immersion en fait, comment dire, sensorielle, totale avec la lumière qui représente l'atmosphère d'Harry Potter, la brume, les sons, les décors physiques, et en fait tout est fait ici pour faire ressentir et pas pour impressionner technologiquement. Donc, on a en fait dans ce parc des zones dédiées à l'univers d'Harry Potter où chacun peut prendre des photos. On a accès à évidemment un merchandising dédié avec des produits exclusifs, des snacks aussi qui sont thématisés. Donc, ça a vraiment voilà, une ambiance particulière qui recrée vraiment l'univers d'Harry Potter. Donc, cette expérience, en fait, elle a déjà eu lieu dans 11 villes du monde. Et elle a accueilli plus de 2 millions de visiteurs déjà. La première ville en France a été Montauban, du coup, au début de l'année 2025, au Jardin des Plantes. Et là, en 2026, l'expérience va voyager à Vancouver et Shenzhen, dans le monde. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un modèle duplicable et qui repose quand même sur quelque chose que tout le monde a en soi. En fait, finalement, c'est la nostalgie, le souvenir et le lien affectif. Donc ici, l'émotion est vraiment capitale en fait. Tu peux passer. Voilà. Autre expérience, on change de public et de décor, mais c'est la même logique émotionnelle. Là, on est sur un partenariat entre les Sisters et Planète Sauvage. Planète Sauvage, c'est un zoo safari près de Nantes et qui s'est associé à la fameuse BD pendant 6 semaines pour le lancement de la saison à l'été 2025. Donc là, on est vraiment du coup dans un événement. Ici, la licence, elle vient pas habiller le lieu, mais elle vient vraiment raconter une histoire. En fait, les auteurs de la BD se sont complètement associés à cette opération, puisque c'est eux qui ont créé les visuels, le contenu, qui ont écrit. Donc, en fait, ils ont travaillé sur un parcours là vraiment pédago-ludique, où ils ont créé un livret qui a été remis aux visiteurs dès leur arrivée dans le zoo. Ils ont créé aussi du contenu pour des panneaux interactifs qui mélangeaient des jeux et des histoires dans lesquelles les Sisters pouvaient découvrir le parc. Et bien sûr, à la fin, il y a un parcours avec une boutique, des goodies exclusifs Sister, et pareil dans les restaurants, des menus adaptés. Donc tout a été customisé aux Sisters. Mais là, ce qui est intéressant, c'est l'implication des auteurs, puisqu'ils sont même venus en dédicace sur le parc et qui a fait d'ailleurs qui a connu un Succès. succès énorme, puisqu'il y a eu vraiment une affluence du parc que même le parc n'attendait pas. Donc, ça montre aussi l'importance voilà, d'accompagner le contenu et de le mettre en scène. Donc là, on a vraiment une opération qui a un vrai mélange entre l'émotion et la pédagogie, et là, ça fonctionne aussi.
Et Et aussi si, le côté narratif, en fait, puisque du coup, ils Exactement. utilisent du storytelling dédié à Sister, mais adapté à un parc animalier. Donc, Exactement, oui, il y a toute une conception derrière qui est quand même tout à fait. personnalisée. Mm. Ouais, ouais. Alors là, on change de registre, rien à voir, mais ici, la marque Lego fait un pas de côté audacieux, puisqu'elle quitte finalement le terrain de jeu du jouet pour entrer dans celui de l'art. Et c'est l'artiste américain Nathan Sawaya qui a conçu cette expo. Alors, il est reconnu hein, par la marque Lego comme un professionnel, on peut dire certifié, puisqu'il a vraiment le don de transformer les briques en œuvres d'art. Et là, ce qui est fort, c'est que finalement, les œuvres parlent à tout le monde. On n'a pas besoin d'être fan de Lego, on n'a pas besoin d'avoir construit des Lego, mais c'était quand même assez. Ça fait partie de l'imaginaire et c'est complètement fou, puisque la collection, du coup, comprend à peu près 90 créations et qui sont des reproductions d'œuvres d'art. Donc, on voit par exemple la Joconde de Da Vinci, la Nuit étoilée de Van Gogh, enfin, il y en a plein. Il y a aussi des organes humains qui sont reproduits ou des œuvres complètement originales qui ont mobilisé des millions de briques Lego, je pense. Donc le parcours est vraiment conçu comme une expo, hein, c'est vraiment scénographié. Il y a des textes pédagogiques qui sont autour des œuvres et il y a aussi des animations culturelles pour que les enfants et les familles puissent aussi manipuler les Lego à la fin et créer leurs propres œuvres. Donc en ce moment, l'expo, elle est à Lille jusqu'à début 2026. En 2025, elle a fait le tour quand même dans 5 villes de France, mais elle existe depuis plusieurs années partout dans le monde. Et là, en fait, euh, le fait d'être une œuvre culturelle pour Lego permet aussi de gagner en légitimité et d'étendre son univers. Mm. Alors, autre ambiance, Molang, pour les 10 ans de la marque, 1000 images a créé un pop-up éphémère pendant 10 jours en plein cœur de Paris. Donc là, on est sur un espace limité dans le temps, très compact, mais vraiment pensé comme un terrain d'expression émotionnelle, puisqu'on retrouve 3 espaces forts au sein de cette boutique, avec un musée qui permet de donner les clés de l'histoire de Molang, sur quoi la marque s'appuie et qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Une boutique avec des produits évidemment exclusifs, spéciaux, vraiment pensés pour cette occasion. Et une piscine à boules qui est là comme un peu un summum de l'événement pour créer du fun et un endroit aussi très propice aux photos pour pouvoir après permettre aux visiteurs de pouvoir poster leurs photos sur les réseaux sociaux. Donc en fait, vraiment, tout est fait là pour que le public s'approprie l'univers, partage et diffuse spontanément du contenu. Donc ce qui est très fort sur cette opération, c'est que finalement, elle a généré un trafic dense avec des influenceurs qui n'étaient pas forcément conviés ou en tout cas prévus en termes de partenariat visibilité, mais qui sont venus spontanément et qui ont partagé sur leurs réseaux sociaux des photos, du contenu, des vidéos. Et ce qui fait que là, le visiteur, finalement, il devient vraiment le premier ambassadeur de la marque. Et ça a été vraiment très fort là-dessus. Alors, autre expérience voilà, que moi j'adore, hein, parce qu'avec mon œil de petite fille et de fan de Barbie, forcément, Barbie, Qui c'est n'a une jamais rêvé, expérience. Comment? qui n'a jamais rêvé de se retrouver dans l'univers Barbie, quoi. Enfin là, Ah, je pense que là, c'est juste génial. Donc, c'est ouais. une maison Barbie grandeur nature qui a ouvert à Amsterdam là en fin d'année. Et là, on est vraiment dans l'ère du lifestyle expérientiel, hein. On découvre vraiment l'univers de Barbie à travers 6 décennies. Il y a 12 espaces thématiques qui sont vraiment pensés comme une scène et qui met vraiment en scène les répliques grandeur nature des jouets et des moments les plus iconiques de Barbie. Donc, on est dans le salon de coiffure, sur les pistes de ski, dans l'avion, la fusée, le camping-car, le restaurant. Enfin, tout est pensé pour vraiment vivre l'univers Barbie.
Et ce qu'il y a de chouette ici, c'est que c'est vraiment pensé pour toutes les générations, parce que vraiment la petite fille, de voir Barbie prendre vie, c'est quand même génial, mais aussi pour les fans adultes, puisqu'il y a des sessions adults only, où en fait c'est spécifique dès 17h, où après il y a des cocktails aussi inclus, et on est vraiment dans un monde adulte. Donc c'est complètement voilà, délirant, et on passe un moment vraiment super fort. Alors ensuite, on change d'univers et on est un peu plus dans on monte en gamme, si j'ose dire, avec le premier café-restaurant Lacoste qui est fait en collaboration avec le groupe Riccardo Girodi. On est dans une ambiance chic, relax. Donc ce café-restaurant se situe à Monaco, au sein de l'hôtel Le Méridien Beach Plaza. Et le lieu est vraiment pensé comme une extension de la marque entre esthétique, enfin tennis et cuisine raffinée. En fait, le lieu s'inspire vraiment des origines sportives de Lacoste, que ce soit le tennis ou le golf. Et donc, le café Lacoste propose une restauration avec des menus comme les clubs sandwich, les coquillettes, mais vraiment revisités, et surtout des desserts qui sont pensés très photogéniques, avec par exemple le crocodile à la pistache qu'on voit sur l'image en bas à droite, ou la tarte au citron en forme de balle de tennis avec un tiramisu qui est couleur terre battue. Enfin, on est vraiment voilà, dans tous les codes de la marque Lacoste, vraiment originel, si j'ose dire. Et le premier café, donc le café, pardon, a été inauguré là cet été, et il devrait rester ouvert jusqu'à la fin 2026, sachant qu'ils sont en pourparlers aussi pour créer l'expérience à Paris, et puis avec une ouverture certainement à l'international aussi. Autre ambiance vraiment qui n'a rien à voir, mais qui est aussi une immersion complètement insolite. C'est donc cette opération Astérix et les aéroports ADP de Paris ont eu lieu pour justement fêter les 80 ans du groupe et la sortie du 41e album d'Astérix. Donc cette opération a eu lieu en octobre 2025, où en plus l'aéroport a été rebaptisé Paris Orly X, effectivement, un clin d'œil à Astérix. Et ici, on n'est pas juste dans une collaboration avec une juxtaposition de logos, mais vraiment une expérience collective et intergénérationnelle, vraiment où tout le monde peut venir et à sa place, et surtout participative. En fait, le Terminal 4 a été transformé en véritable village gaulois, avec des décors dingues, des personnages qui étaient là aussi en live pour les visiteurs, pour qu'ils puissent se prendre en photo et les rencontrer, et puis des animations. Et c'est vrai que le point d'orgue de l'activation, ça a été l'organisation d'un grand banquet gaulois, donc qui était quand même super original et super fort, où, ça a été réservé du coup à peu près 250 habitants des communes voisines, et où ils venaient manger autour d'un festin gaulois avec des saveurs voilà, telles que du sanglier revisité, des produits du terroir. Voilà, donc c'était vraiment très intéressant, et en tout cas voilà, de revivre l'inspiration de la Gaule au sein de l'aéroport. Donc il y a eu des animations festives, de la musique, une ambiance conviviale, et c'était vraiment voilà, un levier d'enchantement. Autre expérience, pareil, assez fascinante, là, créée par Netflix. Là, on est vraiment entre le parc d'attractions et l'escape game, puisque Netflix franchit une nouvelle étape, c'est-à-dire permettre à ses consommateurs et à son audience, en tout cas, de sortir de l'écran. Effectivement, la plateforme, du coup, a ouvert à la fin de l'année dernière deux premiers lieux de divertissement du coup immersifs, un à Philadelphie et un à Dallas, et un troisième devrait ouvrir à Las Vegas en 2027. Et cette Netflix House permet aux fans de devenir acteurs de leur série préférée. En fait, le fan, il est plongé dans les univers cultes de ces séries, donc
Donc, il peut se balader dans les ruelles sombres de Stranger Things. Il peut vivre des épreuves impitoyables de Squid Game. Il peut aussi résoudre des mystères à couteau tiré, la célèbre série d'Agatha Christie. Et chaque lieu, en fait, propose un décor immersif, des activités interactives et puis des expériences scénarisées. C'est ça qui est super fort. Et ce qui est super fort aussi, c'est que ces scénarios et ces expériences évoluent au fil des saisons. Donc, il va y avoir un système de renouveau et le consommateur va pouvoir revenir. Donc, l'objectif est clair hein, pour Netflix, c'est vraiment renforcer l'attachement, forcément, créer de la récurrence et permettre aux visiteurs de revenir et prolonger la relation émotionnelle. En fait, voilà, cette expérience, en fait, l'objectif de cette expérience physique, c'est aussi de nourrir l'écosystème global de Netflix. Donc ça, c'est vraiment fort. Et enfin, une dernière expérience qui va arriver cette année, qui sera au Japon en 2026. Là, elle va ouvrir début d'année. C'est une première dans l'histoire de la franchise Pokémon, puisque les fans du monde entier pourront se balader au sein d'un parc à thème, donc qui est près de Tokyo, dans l'univers des Pokémon. Et là, c'est une expérience vraiment immersive à ciel ouvert pour célébrer les 30 ans des Pokémon rouge et bleu. Et là, on est sur une immersion vraiment naturelle. Il n'y a pas non plus de casque VR, il n'y a pas de smartphone. Ici, tout est fait pour que la technologie ne soit pas présente, en fait. On se balade dans une forêt, on traverse des tunnels, des collines, des herbes hautes, et on a des Pokémon qui sont disséminés tout au long du parcours. Et en fait, chaque créature est pensée comme un être vivant, avec des réactions, ses émotions, ses propres comportements qui permettent en fait aux visiteurs d'interagir avec eux. Et ce qui est sympa aussi, c'est que le parc va évoluer en fonction aussi de la météo, des saisons et même de l'humeur des Pokémon. Donc l'expérience promet en tout cas d'être différente à chaque fois pour aussi encourager le visiteur à revenir au fil du temps. Donc ça c'est assez novateur et de voir que finalement d'une licence qui est basée sur la technologie, on revient à quelque chose de réel pour C'est une donner vraie plus de corps à la marque. c'est une vraie reconnexion au réel, quoi, du digital au Exactement, réel. Ouais. exactement. Donc voilà, j'en ai fini pour l'expérientiel, mais on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu incontournable pour les marques et celles qui font vraiment la différence et celles qui font vivre des émotions, vraiment. Voilà, et je passe la parole à Charlotte. Ok, super. Alors, moi, je vais plutôt vous parler de 2026 et surtout des sorties de cinéma qui vont avoir lieu en cette année 2026 pour pouvoir ajuster et voir tout ce qui va se passer. On va commencer déjà parce que l'année prochaine, déjà au niveau du box-office mondial, on va dire que c'est une année particulièrement lucrative. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les choses que j'ai pu relever. C'est surtout qu'il y a un énorme retour en force des sagas. Je vais donner un tout petit chiffre comme ça. Plus 25%, et ben, c'est l'intention d'achat des produits issus de sagas comparé aux franchises classiques. Donc, ça veut dire que les sagas ont un énorme pouvoir parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une marque qui est installée. Là, on peut voir avec Super Mario, c'est une marque qui a commencé dans les années 80 et qui en 2026 ressortent un nouveau film. Donc, ça veut dire qu'il y a un quotient affectif transgénérationnel. Il y a toujours cette nostalgie qui existe de la part des nouvelles générations et qui s'approprient le style des millennials et ce genre de génération. Et qui fait qu'aujourd'hui, un jeu qui a été créé dans les années 80, eh ben, il est réinventé tout au long des années. Et aujourd'hui, il touche aussi bien les parents que les enfants. Et bien évidemment, on ne répétera jamais assez, la nostalgie, c'est un levier marketing qui est très puissant. Voilà. L'autre atout des sagas, bien évidemment, c'est le panel de produits qui peut être fabriqué autour d'une seule licence. Parce qu'on ne va pas retrouver juste des peluches,
mais on va retrouver des articles pour les enfants qui sont basés des fois sur des nouveaux designs parce que les designs vont évoluer au cours du temps, mais aussi des collections mode, des objets de collection haut de gamme qui sont destinés aux adultes. Et puis encore, on peut retrouver des expériences immersives comme nous l'a présenté Virginie tout à l'heure pour pouvoir plonger dans les différents univers de chaque licence. En 2026, donc on va commencer par capitaliser sur ce sentiment familial un petit peu, qui est essentiel. Et on a donc le Marsupilami qui va sortir en février, Toy Story 5, Shrek 5, Les Mignons 3 et Baptiste, je n'oublie pas, Astérix, le royaume de Nubie, bien évidemment. Euh, Ensuite, donc là, on va partir sur plutôt des gaming et des live action, où là, bah, justement, on va voir le film Super Mario Galaxy. On a Vaiana en live action qui va arriver au mois de juillet aussi, et un live action autour de Street Fighter, qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, un petit jeu vidéo qui a bercé l'enfance de pas mal de personnes, notamment moi. Et après, bah, là, on va retourner sur les gros blockbusters, désolé, qui vont marquer cette année aussi. On a un Spider-Man qui revient, un Hunger Games, un Avenger et un Jumanji aussi qui va revenir, cette adaptation cette adaptation. Voilà. Donc, je vois que Baptiste nous dit que le Royaume de Nubie sortira le 2 décembre. Voilà. Et donc, je vais me répéter, mais le monde du cinéma, forcément, ça a un impact très important dans le choix des produits à développer. Et aujourd'hui, donc voilà, je termine vraiment en disant que les sagas retournent en force et permettent que ce soit des sagas, bien évidemment, cinéma ou des sagas séries, avec Harry Potter qui arrive, ou plein d'autres séries qui sont refaites. Voilà, tout ça, c'est une importance parce qu'il y a ce côté nostalgie qui joue encore et les nouvelles générations aiment ce qui a été créé et ce qui a été ancré dans les générations d'avant. Voilà. Et t'as fini. Et moi, j'ai terminé ma petite partie. Voilà. Eh ben, merci. On l'a écrit, j'espère, on peut peut-être ouvrir les micros s'il y a des questions, s'il y a des envies de partager des sujets qu'on a abordés. Nous, notre volonté en faisant ce genre de webinaire, c'est vraiment de partager, hyper intéressant, merci, nous dit Christelle, c'est de partager ce qu'on identifie et de se dire que plus on est à réfléchir dessus, plus notre petit marché mondial de la licence a toutes les raisons de continuer à exister. Voilà, donc on a les deux dates qui viennent, 17 février 2026, 17 mars 2026, sur nos deux différents sujets. Et évidemment, je fais petite auto-promo, hein, parce que c'est le Early Bird en ce moment, pour pouvoir venir vous inscrire à Koblenz qui aura lieu les 9 et 10 avril 2026 à la Grande Crypte, place Victor Hugo. Hein, on ne change pas les équipes qui gagnent. Vous dire qu'on a un parterre d'exposants hyper canon, un programme de conférences hyper pointu, avec plein d'intervenants hyper sympas, et qu'il faut que vous vous inscriviez. Voilà, voilà. Et je pense que le format, on a tenu, magnifique, on a tenu dans nos 40 minutes. Et en tout cas, merci pour vos messages. A priori, le format a l'air de plaire, donc c'est cool. Ouais, on est content. Et suggérez-nous, hein, n'hésitez pas, hein, suggérez-nous les sujets que vous voudriez voir. Oui, des thématiques, ouais, exactement. Voilà. On n'est pas sûr de les suivre, hein, parce qu'on est quand même assez rebelles. Mais dites-nous, ça nous certifiera des trucs quand même. Voilà, sur ce, on va vous souhaiter une très bonne journée. Je réponds juste à une question. Oui, vous aurez la présentation, vous sera partagée, vous aurez un replay, tout simplement, qui sera disponible en fin de journée. Voilà. Et pour toutes les questions en studio, en stratégie de marque, allez, on se fait un petit coup de 1, c'est Virginie. Voilà.
N'hésitez À pas. très vite, bon week-end, bon Merci à après-midi, tous. bon appétit et rendez-vous à Koblenz au plus tard, comme dit Baptiste.